Bien, bonjour tout le monde. Voilà, première vidéo sur le chapitre 2 du thème sur l'intégration et les conflits sociaux. Chapitre 2, donc la conflictualité sociale, pathologie, facteur de cohésion sociale ou moteur du changement social. Alors si vous voulez, euh, ce chapitre décompose en trois parties en gros, hein. On va voir l'évolution des conflits. Ensuite, on va voir que ces conflits, pour certains, peuvent être pathologiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent remettre en question l'intégration sociale. Pour d'autres, au contraire, ils sont source de cohésion sociale. Et enfin, dernière partie, on verra si les conflits sociaux contribuent en fait au changement social. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais aborder le premier point, les transformations des conflits sociaux. Et on va partir des conflits du travail pour arriver aux nouveaux conflits sociaux, aux nouveaux mouvements sociaux. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va s'intéresser seulement, hein, aux sociétés modernes, c'est-à-dire à partir de la révolution industrielle, à partir du 19e siècle. Je pense que vous le savez déjà, mais les conflits commencent avec le mouvement ouvrier finalement qui va avoir pour objectif d'améliorer les conditions de travail. Donc, comme c'est noté dans le document, là, enfin dans la diapo, durée, sécurité, protection contre les risques. On va également se battre pour les salaires, c'est-à-dire qu'en gros, les ouvriers vont chercher à augmenter la part de la valeur ajoutée qui va rémunérer le facteur travail, hein, d'accord. Vous savez que la valeur ajoutée se répartit entre facteur travail et capital. L'intérêt des ouvriers, bien évidemment, c'est d'avoir une partie toujours plus grande de la valeur ajoutée qui va au travail. Mais c'est aussi se battre pour obtenir plus de droits, notamment le droit de grève, droit syndical, droit de réunion. Je vous donnerai deux dates très importantes un petit peu après par rapport à cela. Voilà. En fait, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mouvements ouvriers, hein, donc qui sont au départ en lien avec le monde du travail, en fait, vont déboucher sur comment dire, des questions plus générales, hein, d'organisation de la société, de régime politique, bien évidemment, hein, plus de démocratie. À partir du moment où on a le droit de grève, le droit syndical, le droit de réunion, on est forcément dans des régimes qui ne sont plus vraiment autoritaires, mais beaucoup plus démocratiques. Et puis, on repense aussi le système économique avec une répartition peut-être plus juste de la valeur ajoutée. Voilà. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mouvements ouvriers vont progressivement en fait, hein, s'institutionnaliser, pardon, avec notamment la mise en place des syndicats. Ce sont les syndicats qui vont progressivement organiser les mobilisations, toujours donc en lien avec des conflits qui sont en lien avec le travail et donc la répartition des richesses. Et donc, le conflit du travail est un conflit d'intérêts autour de l'entreprise qui va avoir pour objectif, donc encore une fois, une répartition plus juste de la valeur ajoutée. Ça va déboucher sur la constitution d'une identité collective. Et donc là, on retrouve un petit peu, hein, même beaucoup, j'ai envie de dire, l'idée de Marx, selon laquelle finalement la classe en soi devient la classe pour soi, parce que progressivement les ouvriers vont se rendre compte qu'ils appartiennent au même groupe social par opposition à la bourgeoisie qui possède les moyens de production. Je vous renvoie à tout ce qu'on a pu expliquer sur les classes sociales. Vous allez voir qu'il y a un lien, hein, de toute façon, entre ce chapitre et puis ce qu'on avait vu sur les classes et les groupes sociaux. Donc, conflit social, on va prendre dans un premier temps définition d'Alain Touraine. Alain Touraine, c'est lui, voilà. Pour information, c'est le père de Marisol Touraine, notre ancienne ministre de la Santé, voilà, qui est pas mal dans les médias en ce moment parce qu'elle est un petit peu montrée du doigt par le gouvernement actuel, notamment parce que le gouvernement actuel explique que c'est Marisol Touraine qui a diminué les stocks de masques en France et donc finalement ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est un peu de sa responsabilité. Voilà. Donc si vous voyez Marisol Touraine dans les médias, c'est la fille d'Alain Touraine, très grand sociologue français et sociologue spécialisé en fait dans les mouvements sociaux notamment. Alors ça, je referme la petite parenthèse. Alain Touraine en fait, hein, définit le conflit comme une relation antagonique, hein, c'est-à-dire en opposition entre deux ou plusieurs unités d'action, ce qu'on pourrait appeler des groupes sociaux pour le dire simplement. Et l'objectif de ces conflits, c'est bien évidemment de dominer en fait, hein, le champ social, c'est-à-dire les rapports entre
des groupes qui sont en opposition. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a de conflit que si le pouvoir est en jeu. L'objectif des conflits, c'est de dominer les rapports sociaux. Ça, c'est très important. Et donc, il faut distinguer deux termes, c'est tensions et conflits. Les tensions ne débouchent pas forcément sur des conflits, mais les conflits sont au départ fondés sur des tensions. D'accord. Un exemple tout simple, il y a des tensions possibles entre les jeunes générations et les anciennes générations, notamment au niveau culturel, au niveau des valeurs, des normes, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y a un conflit entre les jeunes et les moins jeunes. Voilà, pareil, il y a des tensions possibles entre des employés et des cadres. Ces tensions ne débouchent pas toujours sur des conflits. D'accord. Donc tous les conflits sont fondés sur des tensions, mais toutes les tensions ne deviennent pas des conflits. Ça, c'est très important. D'accord. C'est un petit peu, si vous voulez, la même logique que différence et inégalité. Toutes les inégalités sont des différences, mais toutes les différences n'engendrent pas d'inégalité. Voilà, on est sur la même logique en fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces mouvements classiques, dans ces conflits classiques, traditionnels, en lien avec le monde du travail, il y a différentes formes d'action possibles, ce qu'on appelle la protestation silencieuse d'un côté, avec l'absentéisme, pourquoi pas des arrêts maladie qui ne sont pas forcément justifiés, ou tout simplement de la démotivation qui se traduit par un niveau de productivité plus faible. Et puis vous avez aussi ce qu'on connaît peut-être un peu plus, c'est-à-dire la grève ouverte. On connaît ça un peu plus parce qu'il y a eu pas mal de manifestations et il y a eu pas mal de grèves ces derniers temps, notamment par rapport à la réforme des retraites. Voilà. Donc protestation silencieuse et protestation ouverte en fait, donc beaucoup moins silencieuse pour le coup. Alors maintenant, je vais faire référence à un autre sociologue qui s'appelle Ralph Dahrendorf. Voilà Ralph Dahrendorf qui est décédé en 2009. En fait, pour Dahrendorf, les tensions entre capital et travail existent, mais en fait, elles sont devenues normales parce qu'elles se sont institutionnalisées. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a des tensions notamment au sujet de la répartition de la valeur ajoutée, mais les syndicats côté salarié et syndicats côté patron ont tendance à travailler ensemble pour trouver des compromis en fait, et donc ces conflits du travail sont devenus quelque chose de tout à fait normal. Alors deux grandes dates justement par rapport à la création des syndicats, au droit de réunion, au droit de grève, etc. Ces dates-là, il faut les connaître. 1864, c'est l'abrogation de la loi Le Chapelier qui interdisait tout simplement la grève. D'accord. Donc à partir de 1864, on a le droit de réunion et donc on a le droit de faire grève. Et 1884, on a tout simplement la reconnaissance des syndicats. Et donc c'est à partir de ce moment-là où les conflits du travail deviennent institutionnalisés et donc deviennent entre guillemets normaux, pour reprendre les termes de Dahrendorf. Alors ce qu'il faut comprendre justement, c'est que dans cette normalité, il y a des négociations qui se font à trois niveaux. On reverra ça quand on fera le marché du travail, donc je ne vais pas aller trop loin maintenant. Il y a des négociations qui se font au niveau national, au niveau de l'État, d'accord, en fait sous forme de triptyque. Si vous voulez, vous avez les syndicats de salariés, les syndicats des patrons et des représentants du gouvernement, donc de l'État, qui vont négocier en fait pour modifier les conditions de travail, modifier la répartition de la valeur ajoutée, etc. Ensuite, vous avez des négociations au niveau de la branche, d'accord. Par exemple, la branche automobile va avoir des règles différentes de la branche des artisans boulangers, par exemple. Voilà. Donc, négociation au niveau de l'État, négociation au niveau de la branche, et puis vous avez des négociations qui se font vraiment à l'échelle microéconomique, c'est-à-dire au niveau des entreprises. D'accord. Alors, je vais vous en reparler un petit peu plus tard, notamment quand on fera le marché du travail. Vous savez, enfin j'espère que vous savez qu'en 2015, il y a eu des mouvements sociaux assez importants pour s'opposer à la loi travail de la ministre du Travail qui s'appelait Myriam El Khomri, où en fait, si vous voulez, la loi travail avait pour objectif d'inverser ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'avant cette loi El Khomri, les négociations au niveau de l'État imposaient en fait les règles au niveau de la branche et au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, les négociations au niveau d'une entreprise ne pouvaient pas dégrader ce qui avait été négocié au niveau de l'État. Les négociations en entreprise avant 2015 ne pouvaient qu'améliorer ce qui avait été négocié au niveau de l'État. Aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est-à-dire que les négociations d'entreprise peuvent, entre guillemets, dégrader ce qui a été
négocier au niveau de l'État. Et cette inversion de la hiérarchie des normes, en fait, hein, a été fortement critiquée, notamment par une partie de la gauche, puisque on le verra encore une fois quand on fera le travail, mais il est beaucoup plus facile pour les chefs d'entreprise de négocier comment dire, à leur profit au niveau de l'entreprise qu'au niveau de l'État, parce que les salariés sont beaucoup moins puissants au niveau d'une entreprise qu'au niveau national, qu'au niveau de l'État. Voilà. Alors, je referme ma petite parenthèse. Vous avez aussi la mise en place, hein, donc de comités d'entreprise, hein, pour offrir notamment des avantages en nature aux salariés. Je pense que certains d'entre vous ont des parents ou de la famille qui travaillent chez Peugeot. Il y a des places par exemple pour les Eurockéennes, des places pour Europa Park à tarif réduit en fait, hein, tout simplement. Donc ça va dans cette idée finalement des négociations au niveau des entreprises, au niveau des branches, et ça montre bien finalement que les conflits du travail se sont institutionnalisés et deviennent normaux, encore une fois, hein. Et ça provoque tout ça, finalement, cette forme de normalisation, un recul, tout simplement, des conflits du travail et notamment des grèves. Alors, j'aime bien ce document 1, page 234. Vous verrez, après, je vous donnerai les chiffres vraiment sur très très longue période. Vous voyez, par exemple, en 2012, vous avez 61 JINT. En fait, c'est journée individuelle non travaillée pour 1000 salariés. C'est-à-dire qu'en fait, en France, en 2012, pour 1000 salariés, d'accord, il y a eu 61 journées de travail non fait. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de grève, c'est extrêmement faible. Si vous prenez, par exemple, ici en 1975, alors c'est 1975, il y a eu une rupture en 1980, à partir de 1996, c'est-à-dire que avant 1996, on calculait les journées individuelles non travaillées avec les transports. À partir de 1996, on a retiré les transports en fait du calcul des JINT. Mais bon, ceci étant dit, en 1975, on avait à peu près 3500 journées non travaillées, d'accord, pour 1000 salariés. C'est-à-dire qu'en moyenne, chaque salarié était en grève 3 fois dans l'année, d'accord. Et vous voyez, 2017, 71 seulement, ce qui veut dire que là, on a bien un recul profond des conflits, des mouvements en lien avec le travail. Ce qu'il faut voir, très intéressant ici, hein, je vous en parlais avant, en 2016, vous voyez, on a eu une augmentation temporaire, hein, par rapport à la tendance de ces dernières années. On a une augmentation temporaire des journées individuelles non travaillées. C'était justement les protestations contre la loi El Khomri dont je viens de vous parler. Voilà. Donc on a comme ça des rebonds, et si on avait les chiffres, je ne les ai pas encore, je suis désolé, mais de 2019, on verrait probablement aussi une augmentation parce qu'il y a eu quand même de gros mouvements d'opposition face à la réforme des retraites. Voilà. Ceci étant dit, la tendance, hein, est donc au recul des conflits du travail. Deux explications finalement à cela. Euh, La première explication, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une fragmentation économique. Fragmentation économique, ben, tout simplement parce que le nombre de contrats à durée déterminée, par exemple, a augmenté en France, hein. On était à peu près à 0,2% des contrats de travail en CDD début des années 80. Aujourd'hui, on est à peu près à 10% des contrats de travail en contrat à durée déterminée. Vous rajoutez en plus de ça l'intérim. Donc la norme, ça reste le contrat à durée indéterminée, mais vous avez quand même de plus en plus de salariés qui sont en situation de précarité, hein, qui ont des contrats temporaires. Et donc, bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile quand on est en CDD ou en intérim de s'inscrire dans une dynamique collective de lutte sociale, d'où finalement le recul. On a aussi euh, comment dire, des nouvelles formes, je vais peut-être pas tout vous lire ici, mais des nouvelles formes finalement de rémunération des salariés qui vont inciter les salariés à moins s'investir dans les luttes. Par un exemple tout simple, hein, vous avez souvent des salariés qui ont des prises de participation. On peut parler pour les cas notamment de stock option. En fait, c'est pour le dire très simplement, on donne des actions gratuitement aux salariés. Et donc les salariés ont tout intérêt à travailler dur et à s'investir, à produire toujours plus pour pouvoir récupérer en fait une partie des bénéfices supplémentaires générés par leur travail. Voilà. Donc ça, ce sont des techniques managériales en fait pour inciter les salariés à moins s'investir
dans les conflits. On a également, via les négociations au niveau de l'État, des branches et des entreprises, des grilles salariales très précises, difficiles à faire bouger, et donc finalement plus vraiment non plus d'incitation à manifester pour avoir des augmentations salariales. Voilà, tout cela en fait, ça explique pourquoi les salariés se mobilisent moins, encore une fois, par rapport au travail. D'accord, on reste sur les conflits du travail ici. Et puis là, on ouvre un petit peu le champ. Il y a une fragmentation symbolique, c'est-à-dire qu'en fait, je vous en reparlerai un petit peu après. Si vous voulez, les conflits du travail ont reculé au profit de nouveaux conflits, des conflits qui sont en lien avec des symboles. Voilà, c'est ce qu'on appelle le post-matérialisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va davantage se battre, on va être davantage dans les conflits et dans des mouvements pour des enjeux culturels, le féminisme par exemple, le mariage pour tous, etc. L'écologie, j'ai failli oublier, pardon, des mouvements écologiques très importants, ça peut être aussi des mouvements pour limiter les discriminations envers certains groupes sociaux, envers certaines ethnies, envers certaines religions, etc. Donc vous voyez finalement des conflits du travail qui régressent au profit de nouveaux conflits sociaux post-matérialistes, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en lien avec la répartition des richesses, richesses matérielles, d'accord, qui sont pour finalement comment dire, des changements sociétaux pardon, en lien avec des valeurs différentes de valeurs économiques. Voilà. L'écologie, le féminisme, encore une fois. Alors, vous avez un petit texte ici, document 2, page 232, que je vous laisse lire comme d'habitude, qui concerne justement cette fragmentation symbolique. Et donc, vous voyez, les formes, il faudra souligner, les formes de la conflictualité sont plurielles, contrastées et parfois surprenantes. Alors, hop, je vais, si je vais quand même vous faire un petit topo ici. Les éléments des conflits sociaux, donc conflit social, se caractérise par le fait d'être une action collective nécessitant la coordination des acteurs. Donc il faut que le mouvement soit structuré dans le conflit, et donc les acteurs vont défendre des intérêts communs avec pour objectif d'atteindre des objectifs communs. On retrouve ici ce que je vous ai dit avant avec Alain Touraine. Voilà, l'objectif c'est de dominer l'espace social et finalement d'obtenir gain de cause. Voilà, tout simplement. Alors, pour en venir à ces fragmentations, à cette fragmentation symbolique et puis l'évolution des conflits sociaux, vous avez différentes formes et des revendications aussi assez multiples. Donc différentes formes, c'est ce qu'on appelle le répertoire d'action collective. Vous allez voir, je vais en reparler un petit peu après. Les différentes formes des conflits, ça passe par la grève, les manifestations, donc ça les choses un petit peu classiques. Et puis vous avez de plus en plus d'originalité dans les formes de l'action collective. Les sit-ins, c'est le fait de rester à un endroit assis pour marquer son mécontentement. Les flash mobs, je pense que vous en avez tous déjà vu, des petites danses très courtes dans l'espace public pour montrer son mécontentement. Ça peut être des pétitions, boycotts, et puis bien évidemment l'occupation de ronds-points depuis fin 2018 et 2019 avec le mouvement des Gilets jaunes que tout le monde connaît, je pense. Voilà. Une autre forme très récente, j'avais trouvé ça très sympa, c'est par exemple les danseurs de l'Opéra de Paris qui ont fait une représentation devant l'opéra gratuite pour manifester leur mécontentement face à la réforme des retraites. Voilà, tout ça, ça fait partie, encore une fois, d'un répertoire d'actions collectives extrêmement varié. Les revendications donc, sont également variées. Ça peut être la mobilisation des étudiants contre les frais de scolarité, ça peut être la volonté de l'égalité devant la loi, notamment le mariage avec le mariage pour tous. En 2016, donc toujours en opposition à la loi El Khomri, vous avez les raffineries qui ont bloqué en fait, qui se sont arrêtées justement pour protester contre la loi travail. Donc des revendications qui peuvent être en lien avec bien évidemment les conflits du travail, mais également avec des choses beaucoup plus symboliques comme le mariage pour tous. Voilà. Vous pouvez penser aussi à Greenpeace qui, au niveau des formes de l'action,
vont se menotter sur des voies ferrées pour empêcher des trains de déchets nucléaires de partir en Allemagne. Donc vous avez une forme bien particulière ici avec la revendication du plus de nucléaire parce que dangereux pour l'environnement. Voilà. Alors, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien évidemment le recul des conflits du travail au profit de nouveaux conflits sociaux en lien avec des valeurs symboliques, entre guillemets, ça va se traduire bien évidemment par un recul, hein, tout à fait, du taux de syndicalisation. Vous voyez, en France, en 1950, on était à peu près à 27-28% des salariés syndiqués. En 2005, on était à 7%. Alors juste faites gaffe au niveau de la note. Vous voyez, il y a marqué en France en 2015, le taux de syndicalisation est inférieur à 8%. En fait, c'est 2005. Hein. D'accord, je l'ai précisé dans le cours. Il y a une petite erreur dans le manuel ici. Alors, il faut voir que ça a légèrement remonté. Hein. Vous l'avez aussi dans le cours. Aujourd'hui, on est à peu près à 11%, d'accord, de salariés syndiqués. On est à 8% à peu près pour les salariés du privé, 19% pour les salariés de la fonction publique. Donc, on voit ici que le public est un peu plus syndiqué, un peu plus dans la contestation finalement, hein, comme vous le savez, que les salariés du privé, mais parce que peut-être que dans le public, on peut se permettre de le faire davantage parce que moins soumis euh, aux pressions de l'entreprise, de la perte d'emploi, etc. D'accord. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette désyndicalisation, hein, elle s'explique de plusieurs manières. Je vais peut-être pas, enfin, la liste que je vais donner n'est absolument pas exhaustive, mais une des explications, c'est que les représentants syndicaux sont, comment dire, sont perçus comme déconnectés en fait de la réalité du terrain. Ça devient de plus en plus des hommes politiques. Hein. Vous les voyez régulièrement dans les médias. Ils sont toujours dans les différents ministères en train de négocier. Pensez à Monsieur Martinez pour la CGT, Monsieur Berger pour la CFDT. On les a vus très régulièrement dans les médias. On les voit négocier avec le gouvernement dans les différents ministères. Très très souvent, et donc finalement ce sont des gens qui ne sont plus sur le terrain, et donc ben voilà, il y a une forme de détachement qui déplaît aux salariés. Euh, voilà, encore une fois, cette désyndicalisation peut s'expliquer aussi par la tertiarisation de l'activité économique. Le milieu industriel, milieu ouvrier en fait, a toujours été très syndiqué, ce qui n'est pas le cas des employés par exemple du secteur tertiaire. Et puis peut-être aussi, alors à prendre avec des nuances, hein, ce n'est pas du tout une critique ce que je vais dire, mais la féminisation du travail peut expliquer aussi un peu cette désyndicalisation, c'est-à-dire que les femmes ont tendance à être un peu moins syndiquées que les hommes, à être un petit peu moins dans le conflit et dans la lutte que les hommes. Voilà. Petite comparaison internationale, alors ça c'est assez impressionnant parce qu'on a toujours l'impression que la France est un pays de révolutionnaires. Donc en France, hein, si vous prenez les derniers chiffres, on est à peu près à 11% aujourd'hui de taux de syndicalisation. Et si vous prenez les pays du Nord, on est à peu près 70%. D'accord. Il n'y a pas la Suède dans ce document, donc je l'ai rajouté ici, 71% pour la Suède. Ce qui est intéressant aussi, hein, c'est que généralement, c'est pas toujours le cas, hein, mais généralement, quand il y a plus de salariés syndiqués, il y a aussi moins de grèves, tout simplement parce que les syndicats ont plus de poids et donc les salariés en fait n'ont pas besoin de se mettre en grève pour obtenir des avantages. D'accord. Si vous prenez l'Allemagne a un taux de syndicalisation plus élevé que la France, donc ça généralement ça choque un petit peu. Et pourtant il y a moins de mouvements sociaux en Allemagne qu'en France, notamment parce que les syndicats comment dire, arrivent à trouver des compromis plus facilement. Euh, Accessoirement, il y a aussi une chose, c'est qu'en Allemagne, il n'y a pas autant de syndicats que chez nous. Chez nous, on a un nombre de syndicats très très important et des syndicats qui sont rarement d'accord entre eux. Hein. Si vous prenez la CFDT et la CGT par exemple, ce sont deux syndicats qui protègent les salariés mais qui ne s'entendent absolument pas. Donc bien évidemment, les salariés sont divisés et ça, dans la négociation collective, ben, ça se fait aux dépens des salariés. Hein. Ça donne plus de force entre guillemets au patronat qui lui est soudé au travers soit du MEDEF pour les plus grandes entreprises, soit de la CGPME pour les petites et moyennes entreprises. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'un conflit? Pour arriver aux définitions, comment dire, très cash, un conflit.
c'est tout simplement l'opposition ouverte entre deux personnes ou deux groupes de personnes qui est chargée de sentiments négatifs, frustration, colère, anxiété, rancœur, peur. Voilà, ça c'est la définition du conflit, ce qui nous emmène à conflit social. Donc d'une manière large, on peut définir le conflit comme l'expression d'antagonisme, d'opposition, hein, d'accord, entre des individus, des groupes pour la recherche, la possession ou la gestion de biens matériels et symboliques, richesse, pouvoir, prestige. Donc on a bien ici, hein, biens matériels et symboliques, l'idée que les conflits sociaux peuvent être en lien avec le travail, mais pas seulement, hein, d'accord. Et encore une fois, moins de conflits du travail, de plus en plus de conflits sociaux en lien avec des symboles. Et puis l'objectif des conflits, on en revient à Touraine, hein, c'est bien évidemment de modifier le rapport de force, voilà. Et il n'y a conflit que si, il y a justement que si le pouvoir est en jeu, voilà. Et les conflits sociaux sont en lien avec les actions collectives, hein, d'accord. Bien évidemment, il y a conflit qui se traduit par mouvement, donc action. L'action collective peut se définir comme un phénomène social de protestation ou de revendication conduit par un ensemble d'acteurs sociaux qui se rassemblent afin d'atteindre des objectifs communs. Voilà. Donc, en gros, l'action collective a lieu à partir du moment où elle est euh, organisée avec l'objectif d'atteindre un but qui est clairement défini. Et ça va nous emmener en fait à l'idée des nouveaux mouvements sociaux. Donc on quitte les conflits du travail, ce qu'on appelle les mouvements sociaux traditionnels, et on arrive aux nouvelles formes de mouvements sociaux. Voilà. Euh, je reprendrai dans une prochaine vidéo, histoire de ne pas trop faire d'un coup.